Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier panorama de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année et mes meilleurs vœux pour vous, vos proches et pour nos combats communs. Alors dans ce panorama, on va parler de plusieurs choses. On va parler du grand remaniement qui est en train de faire Emmanuel Macron et de Monsieur Attal. On va parler de ce pouvoir qui plonge la France dans le froid et la faim. On va parler évidemment de la question de la Palestine et de l'initiative de l'Afrique du Sud. On va parler de l'affaire Depardieu et on va parler évidemment de la loi immigration qui défigure la France. Générique. Alors évidemment, pour bien commencer cette année 2024, on vous explique en Macronie que tout va changer et tout va changer pour le mieux parce que un homme merveilleux est arrivé. Rappelez-vous quand Emmanuel Macron se présentait à l'élection présidentielle, on nous faisait la même chose. Il est jeune, il est beau, il a un beau visage, il est audacieux, il est courageux et il n'y a qu'à écouter ce qu'on en dit dans les médias. Vous l'avez pas vu, cette fusée Attal décoller, l'opinion publique qui, sondage après sondage, on a fait le personnage politique préféré des Français. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Alors, vous le voyez, la France est sauvée, puisque nous avons maintenant comme Premier ministre le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République et de notre pays. Bon, vous avez vu ce que ça a donné d'avoir le plus jeune président de la République, c'est-à-dire un désastre absolu. Mais on nous fait croire que tout va changer avec Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, en fait, c'est une sorte de Macron junior qui a été choisi pour sa maîtrise du mépris. Donc il faut regarder un peu qui est cet homme. Donc cet homme, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un rayon de 3 à 5 km, c'est-à-dire entre le 6e et le 7e arrondissement de Paris, et donc qui a été choisi pour sa fine connaissance de la France et des problématiques des Français et des Françaises. Donc vous avez quelqu'un qui va d'abord à l'école alsacienne, qui est une école privée qui se trouve à Paris, qui ensuite fait Sciences Po, va après ses études être conseiller ministériel au ministère de la Santé sous François Hollande. Vous avez vu l'état de l'hôpital public aujourd'hui, donc vous comprenez. Qui ensuite va être député de La République En Marche de la première heure, qui est un macroniste pur jus, et qui va tout au long de sa carrière de député, ce que je dis carrière pour eux parce que c'est ce qu'ils font, sa carrière de député jusqu'aux différents ministères, faire Parcoursup quand elle était députée comme rapporteur, donc c'est-à-dire le tri social des étudiants pour empêcher des tonnes d'étudiants, notamment issus de familles pauvres, de pouvoir faire les études qu'ils souhaitent, qui par ailleurs désorganisent tout, puisque aujourd'hui on n'arrive plus à avoir assez d'infirmiers, de personnel de santé, notamment à cause de Parcoursup. Donc, premier fait d'armes, il fait Parcoursup avec la catastrophe que ça implique derrière. Deuxième chose derrière, lorsqu'il devient secrétaire d'État à la jeunesse, il fait le service national universel qui vise juste à mettre la jeunesse de notre pays au pas et qui, accessoirement, coûte 3 milliards d'euros. Puis ensuite, alors que la jeunesse, par ailleurs, pendant ce temps-là, est en train de faire des files devant les banques alimentaires, ce qui est la honte dans la 7e puissance économique au monde. Lorsqu'il devient ministre de l'Éducation, il fait, le jour de la rentrée, au moment où on explique que il y a une promesse du président de la République d'avoir un professeur devant chaque classe et que dans la moitié des établissements, il n'y a pas eu un professeur devant chaque classe. Eh bien, que fait-il? Il fait un acte de courage incroyable. Il s'attaque aux vêtements des jeunes femmes et donc interdit l'abaya qui concernait 70 jeunes filles dans ce pays et qui est montré comme un acte d'héroïsme alors que c'est juste une manière de stigmatiser une nouvelle fois les jeunes femmes dans ce pays, la manière dont elles s'habillent, et notamment les jeunes femmes de confession musulmane, donc qui continuent de stigmatiser une partie de la population. De même, ensuite, il prend quoi? Celui qui combat le RN, comme on vous l'explique, il prend directement une mesure dans le programme du Rassemblement national et du Front national depuis longtemps, c'est-à-dire le port de l'uniforme à l'école. Mais attention, il vous explique que les familles devront payer 200 € supplémentaires pour payer l'uniforme à leur enfant, alors que l'uniforme, dans tous les endroits où a été fait l'uniforme, ça n'a jamais montré que ça permettait de réduire les inégalités entre les élèves, première des choses. Deuxième chose, si on prenait juste l'argent qu'on va mettre dans ces uniformes-là,
on pourrait faire la gratuité complète des fournitures scolaires dans ce pays, ce qui serait autrement plus profitable que de prendre une mesure de l'extrême droite. Donc voilà le pédigré de M. Attal qui arrive comme étant le plus brillant et le plus je ne sais quoi. Et alors il n'y a qu'à voir qui il veut choisir comme ministre. Alors on va avoir la liste dans les instants qui viennent, on ne sait pas quand. Mais juste je vous en cite deux qui sont intéressants. On parle par exemple de ministre des Relations avec le Parlement, de M. Boudié. M. Boudié, c'est celui qui a fait la loi immigration, vous savez, qui a inscrit pour la première fois dans la loi de la République française la préférence nationale, celui qui s'attaque au droit du sol, là aussi une mesure de l'extrême droite, celui qui inscrit la déchéance de nationalité, là aussi de l'extrême droite, et surtout qui n'a pas respecté le vote de la motion de rejet qui avait été fait par la représentation du peuple et qui a voulu passer en force, notamment avec les voix du RN et les idées du Rassemblement national dans une loi. Donc super pour avoir lui en lien avec des relations avec le Parlement. Première chose. Deuxième personne auquel il pense, M. Kasbarian. M. Kasbarian, vous ne le connaissez pas non plus, c'est normal. De toute façon, la Macronie est tellement rabougrie qu'ils n'ont plus personne. C'est la preuve de la nomination de M. Attal. Mais M. Kasbarian, c'est celui qui, depuis plusieurs années, ça fait 2 fois qu'il est député, fait des lois anti-squat et surtout pour augmenter les expulsions lorsqu'il y a des impayés de loyer. Et des impayés de loyer dans notre pays, il va y en avoir vu la vie chère qui étrangle tout le monde dans le pays. Eh bien, on pense à lui pour le ministère du Logement. Donc bon, on l'appellera directement le ministre des Expulsions, ça ira plus rapidement, mais pour vous dire la catastrophe de ce qu'ils sont en train de préparer. Bref, donc vous avez M. Attal, qui est maintenant à la tête de Matignon, donc à la tête d'un gouvernement qui va se former bientôt, et on va vous expliquer que tout va changer, alors que rien ne va changer, si ce n'est que ça va encore empirer. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous, on a dit, quelle que soit la tête du Premier ministre, qu'elle soit ovale, plate, carrée ou en volume, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont continuer la même politique de maltraitance sociale, écologique et démocratique. Nous, ce qu'on demande, c'est le respect de la démocratie parlementaire. Et donc, comme tous les premiers ministres depuis 30 ans, sauf Mme Borne, évidemment, que M. Attal vienne devant l'Assemblée nationale demander le vote de confiance au Parlement. Parce que ce n'est pas juste le roi Macron qui nomme quelqu'un, c'est un Premier ministre qui doit se soumettre au vote de confiance de la représentation nationale. Pourquoi ? D'abord parce que c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde. Mais surtout, c'est ce qui permet aussi de savoir qui est dans la majorité, donc qui soutient le gouvernement, et qui est dans les oppositions, donc qui est en opposition à ce gouvernement. Et on en a besoin pour de la clarté dans le pays. Et donc, si M. Attal refuse de se soumettre au vote de confiance, alors nous avons dit, nous déposerons une motion de censure et ça permettra de clarifier le paysage politique. Ceux qui voteront la motion de censure seront dans l'opposition. J'ai entendu que le Rassemblement national ne trouvait pas opportun de voter une motion de censure. Donc, s'ils ne la votent pas, ils seront avec la majorité. Comme ils ont voté à peu près 50% des voix avec la Macronie, pourquoi pas. Et ceux qui ne la voteront pas seront la majorité, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le gouvernement. Et d'ailleurs, je veux juste vous alerter dessus, mais apparemment, le pays, en tout cas les journalistes, deviennent tellement habitués à l'autoritarisme de la Macronie qu'ils trouvent ça bizarre qu'on demande un vote de confiance. Ah bah oui, mais ce n'est pas obligé. Ah bah oui, tous les premiers ministres l'ont fait depuis 30 ans, à part Mme Borne et peut-être M. Attal, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, et avec cette question qui m'a été posée, que j'ai trouvée formidable, mais je ne comprends pas, avant que M. Attal soit nommé, quel que soit le Premier ministre, vous continuerez à vouloir faire tomber le gouvernement ? Bah oui, en fait, nous avons été élus pour être des opposants à Emmanuel Macron et proposer une alternative politique au projet politique d'Emmanuel Macron. Nous proposons, nous, un tout autre chemin à la démocratie de notre pays et au peuple de ce pays. Donc oui, quels que soient les ministres qui vont être nommés, quel que soit le Premier ministre, nous continuerons à vouloir tourner la page de la Macronie le plus vite possible et évidemment à vouloir faire tomber son gouvernement. Ça, c'est la première chose. Quant au changement de politique qui n'arrivera pas, je veux alerter sur le moment dans lequel nous sommes. Dans la nuit de mardi à mercredi, 2 personnes sont mortes dans ce pays, dans la rue, dans le froid, et on ne meurt pas du froid dans ce pays, on meurt de l'inaction politique sur les questions de froid. Parce que tout le monde comprend qu'il est normal qu'en janvier, il fasse froid.
Ce qui est complètement anormal pour la 7e puissance économique au monde, c'est qu'il y ait 330 000 personnes qui soient à la rue, dont une explosion du nombre d'enfants qui dorment maintenant à la rue, au point qu'on n'avait jamais vu ça depuis des décennies. Il y a 3 000 enfants qui sont sans abri dans notre pays, ce qui est absolument indigne. Notre voisin, l'Allemagne, il y a 0 enfants qui dorment à la rue. Et je crois que dans la 7e puissance économique au monde, on a largement les moyens de faire en sorte que tout le monde ait un toit, ce qui est un droit. D'autant qu'on vient d'apprendre en ce début d'année que le CAC 40 n'avait jamais eu un tel record de dividendes, avec 97 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires du CAC 40. Pour vous donner une idée, en 20 ans, ça a été multiplié par 5. Le montant des dividendes donnés au CAC 40. Alors votre salaire, évidemment, n'a pas été multiplié par 5, c'est une évidence. Et je rappelle que dans ce pays, donc non seulement il y a de l'argent si on va le chercher dans les bonnes poches, mais il y a aussi des logements. Puisque nous savons que dans notre pays, il y a 3,1 millions de logements vacants, c'est-à-dire de logements vides, que l'État pourrait tout à fait réquisitionner pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir un toit, plutôt que d'avoir une sorte de politique au thermomètre, où quand il commence un peu à faire froid, on augmente un peu les moyens, mais jamais de manière suffisante, et à la fin, 2 personnes sont mortes. Je rappelle les mots que l'abbé Pierre avait lancés, l'appel qu'il avait lancé en 1954. Il avait dit « Mes amis, au secours !» Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures du matin. C'était l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Emmanuel Macron est en train de nous plonger 75 ans en arrière. Nous avons les moyens dans ce pays de faire en sorte que personne ne meure de la rue. Personne. De même que sur la question de la faim. Vous savez que maintenant, toutes les études montrent qu'un Français sur 3 ne mange pas à sa faim dans le pays. Là aussi, dans un pays aussi riche que le nôtre. La seule chose qui sort un peu la tête de l'eau des gens, c'est évidemment les associations qui font un travail formidable mais qui n'arrivent plus à accueillir tout le monde. Et puis une petite aide qui est celle du chèque alimentation qui a été donnée jusqu'alors par le gouvernement et qui bénéficiait à 2,4 millions de personnes. Là, en début d'année, alors que la faim continue de disloquer notre pays, alors que la vie chère continue d'exploser, on nous annonce que le gouvernement va arrêter le chèque alimentation. Donc Macron est en train de plonger le pays dans un déclin qui est insupportable. Que ça soit sur la question des services publics, l'école s'effondre, merci Monsieur Attal, l'hôpital s'effondre, merci aussi Monsieur Attal, puisque je rappelle qu'il était conseiller ministériel au service de la santé, qu'il a été un temps au budget aussi, et qu'il a toujours soutenu ce gouvernement, qui l'année dernière a fait fermer 6700 lits rien qu'en 2022, qui donne une catastrophe au niveau de l'hôpital public. Donc, il est en train de plonger la France dans un déclin insupportable, évidemment au niveau national, qui met tout le monde dans un monde de malheur qu'on ne peut pas supporter, mais aussi au niveau international, puisque la voix de la France n'est plus écoutée dans le monde. C'est ce qui se passe avec la Palestine, je vais en parler juste après. Mais en plus de ça, ce qui s'est passé cette semaine pour la remise des Golden Globes fait honte à la France, fait honte à ce que Emmanuel Macron fait de la France. Vous vous rappelez de la Palme d'Or à Cannes, Justine Triet, qui a gagné la Palme d'Or avec un film qui s'appelle Anatomie d'une chute. Elle a gagné 2 Golden Globes sur ce même film. Or, il se trouve qu'elle ne pourra pas gagner les Oscars parce qu'il faut que ça soit la France qui présente le film. Or, généralement, lorsque vous êtes la Palme d'Or à Cannes, il y a de grandes chances que la France présente votre film pour être présent aux Oscars. Qu'a fait la France? Ils ont présenté un autre film. Pourquoi? Eh bien parce que, rappelez-vous, Justine Triet, lorsqu'elle a reçu la Palme d'Or à Cannes, a décidé de faire un discours pour soutenir celles et ceux qui se battaient de toutes leurs forces contre la réforme des retraites, c'est-à-dire contre la retraite à 64 ans et le vol de 2 ans de vie à l'ensemble du peuple français, qui était l'immensité du peuple. Eh bien parce qu'elle a fait un discours qui critiquait M. Macron, M. Macron a décidé de priver la France d'une récompense internationale qui valorise et qui honore une réalisatrice de talent comme Justine Triet. Voilà dans quel déclin nous emmène Emmanuel Macron. Et de même que déclin de la voix de la France à l'international, puisque en Palestine, malgré la trêve des confiseurs qu'il y a eu, il n'y a eu aucune trêve dans les bombes qui continuent de hanter les nuits palestiniennes, dans les attaques qui continuent de se faire. Peut-être voyez-vous des images qui défilent, qui sont insupportables pour notre humanité commune, avec maintenant pour la question de la bande de Gaza, le conflit le plus meurtrier depuis 30 ans pour les journalistes, le conflit le plus meurtrier pour les personnels de l'Organisation des Nations Unies de toute l'histoire de l'ONU, des dizaines de milliers de personnes qui sont d'ores et déjà morts
sous les bombes, sous les armes, et beaucoup d'autres qui risquent de mourir ou qui sont déjà mortes de la faim, de la soif ou des épidémies qui continuent de se propager, puisque le gouvernement d'extrême droite israélien continue de cibler des hôpitaux à Gaza. Donc une situation où, juste pour vous donner les chiffres qui sont parus dans le Guardian et qui nous font comprendre dans quoi est-ce que nous sommes en train de basculer en termes d'horreur, il y a 160 enfants palestiniens qui ont été tués chaque jour depuis un mois à Gaza. Pour vous donner une comparaison, évidemment, de choses qui étaient déjà horribles, mais lorsqu'on prenait la guerre de Syrie, c'était 2 enfants chaque jour. Lorsqu'on prenait la guerre en Afghanistan, c'était 3 enfants tués chaque jour. Donc vous voyez dans quelle proportion on est avec un risque génocidaire de potentiellement être dans ce qui pourrait être le premier génocide du XXIe siècle. Alors face à cela, la France ne monte pas d'un ton de manière suffisante. D'abord, elle en a les moyens, puisque en janvier 2024, la France est présidente pour 1 mois, c'est une présidence tournante, elle est présidente pour 1 mois du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, qu'attend la France pour faire une résolution pour le cessez-le-feu, mettre la pression sur les États-Unis, bref, faire en sorte qu'elle fasse son travail pour monter la voie face à l'horreur de ce qui est en train de se passer à Gaza et par ailleurs en Cisjordanie. De même, où est la voix de la France ? Quand le gouvernement de Netanyahou frappe directement le Liban, alors que je rappelle qu'au Liban, il y a 700 casques bleus français, et que si on touche le Liban, si Netanyahou touche le Liban, ça veut dire un embrasement du conflit dans toute la région, donc l'horreur dans l'horreur. Où est la voix de la France pour dire pas touche au Liban? Nous disons, le Liban est un État souverain, on ne touche pas au Liban. Enfin, et je veux insister sur ce point-là, il y a une note d'espoir dans ce qui se passe actuellement pour le peuple palestinien. Quel est-il ? C'est l'initiative qu'a prise l'Afrique du Sud, que nous soutenons de toutes nos forces, qui est une saisine de la Cour internationale de justice, donc c'est une Cour internationale de l'ONU, qui a été saisie pour la violation de la Convention de 1948 sur la question de la prévention des génocides et de la punition des génocides. L'Afrique du Sud, en prenant cette initiative, avec des audiences qui auront lieu ce jeudi pour la défense de l'Afrique du Sud sur pourquoi est-ce qu'il faut prévenir et arrêter un risque génocidaire à Gaza. Donc c'est la défense de l'Afrique du Sud. Et ce vendredi, ça sera la réponse du gouvernement d'Israël qui reconnaît donc cette Cour internationale de justice. Pourquoi pour nous c'est un énorme espoir? Parce que si la Cour internationale de justice décide de condamner l'État d'Israël, alors la pression internationale sur Israël va être extrêmement forte. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un risque de génocide acté par la Cour, alors ceux qui donnent des armes, ceux qui sont complices de ce qui se passe, pourront eux aussi être jugés. Donc ça veut dire que la pression sur les États-Unis notamment, qui sont quasiment les seuls à continuer de soutenir Israël de manière inconditionnelle, la pression sur les États-Unis va s'accroître de manière extrêmement forte et se conjuguer par ailleurs avec les manifestations qui continuent de manière extrêmement forte aux États-Unis. Donc c'est un moment très important. Jean-Luc Mélenchon a été invité, notamment à l'initiative de l'Afrique du Sud, à participer à cette audience et à participer à une conférence de presse avec des personnalités du monde entier pour soutenir ce que fait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a appelé les autres États à soutenir la démarche et la saisine qu'il faisait. Eh bien, nous exigeons, nous demandons à la France de s'y associer, de soutenir cette initiative qui est une initiative qui peut faire avancer la paix de manière extrêmement forte et, je l'espère, arriver extrêmement rapidement au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dont les Palestiniens ont urgemment besoin parce que le temps ne cesse de presser. Et je veux vous dire, pour toutes celles et ceux notamment qui se sentent extrêmement impuissants face à ce qui se passe, que ce samedi, pour le 99e jour des bombardements de Gaza, a lieu une journée dans le monde entier de mobilisation, notamment en France, mais partout dans le monde, pour dire que les peuples du monde ne veulent pas que cette guerre continue. Nous allons arriver à faire cesser cette guerre, notamment parce que le 13 décembre, à l'Assemblée générale des Nations unies, rappelez-vous, 153 pays ont voté pour le cessez-le-feu. Il n'y avait que 10 voix contre le cessez-le-feu, dont Israël et les États-Unis. Ils sont de plus en plus isolés. Il faut arrêter et faire juger ces criminels de guerre. Donc rendez-vous dans la rue ce samedi. Enfin, je voulais vous parler de 2 choses supplémentaires.
L'affaire Depardieu, dont Emmanuel Macron a expliqué que Depardieu faisait l'honneur de la France. Je rappelle, Depardieu a 3 plaintes qui sont déposées contre lui pour viol ou agression sexuelle, a de multiples femmes, 13 témoignages notamment dans Mediapart, qui ont été faits contre lui, là aussi, sur des formes d'agression sexuelle. Et vous avez 50 artistes qui ont fait une tribune, suite à la déclaration de Macron, pour soutenir Depardieu et l'artiste qui était Depardieu. Alors, outre le fait que certains de ces signataires, on a appris ça par la presse, étaient eux-mêmes accusés d'atteinte sexuelle sur mineurs, je passe là-dessus, vous avez vu que depuis, certains artistes se sont rétractés, ont enlevé le nom de leur signature, notamment parce qu'il y a une pression populaire extrêmement forte et surtout que beaucoup, des milliers d'artistes ont eu le courage, eux, de dire « il n'est pas possible de cracher ainsi à la tête des victimes », ce qu'a fait Emmanuel Macron notamment et les artistes qui ont signé cette première tribune. Il n'est pas possible de cautionner cette culture du viol autour de Gérard Depardieu. Je rappelle que notamment dans le monde du cinéma, il y a évidemment les actrices, celles qui ont le courage d'aller porter plainte ou de dénoncer ce que fait M. Depardieu. Mais il y a surtout beaucoup de petites mains, comme on les appelle dans le cinéma, que ce soit les maquilleuses, les costumières, celles qui font la technique, qui sont à majorité par ailleurs des femmes, ces petites mains dans le cinéma, et qu'elles aussi, il faut imaginer ce qu'elles subissent de quelqu'un qui se sent en impunité aussi forte. Par ailleurs, je voudrais vous redire que celui qui fait l'honneur de la France, comme dit M. Macron, est celui qui, dès 1978, alors qu'il donnait une interview à un média états-unien, disait... Je vous lis. J'ai eu plein de viols, trop pour les compter. Il n'y avait rien de mal à ça. Les filles voulaient être violées. Enfin, ça n'existe pas vraiment, les viols. C'est juste l'histoire d'une fille qui se met dans une situation dans laquelle elle veut être. La violence n'est pas commise par ceux qui agissent, mais par les victimes, celles qui permettent que cela arrive. Voilà le type d'homme qu'est Gérard Depardieu. Donc, je veux saluer ici les 8000 artistes qui ont fait une contre-tribune à la première tribune honteuse qui avait été faite. Je veux saluer ici celles et ceux qui se mobilisent partout en France ce jeudi devant des préfectures pour dire stop à l'impunité sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et je veux leur apporter ici tout mon soutien. Enfin, il va y avoir 2 manifestations très importantes cette semaine et la semaine prochaine. Et je voudrais terminer par cela. Ce qui s'est passé avec la loi immigration n'est pas terminé. Je vous rappelle que la loi immigration, adoptée avec les voix du Rassemblement national, si le Rassemblement national avait voté contre, comme il le faisait au début, cette loi ne serait pas passée. Et avec le programme recopié ligne par ligne de Jean-Marie Le Pen, voilà, jusqu'à quoi est prête à aller la Macronie, eh bien, qu'elle passe devant le Conseil constitutionnel, puisque les ministres l'ont dit eux-mêmes, c'est quand même incroyable. Cette loi a des côtés anticonstitutionnels. Alors, c'est quand même incroyable, un gouvernement qui admet lui-même qu'il fait quelque chose contre l'état de droit. Bon. Nous allons aller défendre le recours que nous avons déposé devant le Conseil constitutionnel probablement mardi prochain. Et le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 25 janvier. C'est d'ores et déjà l'annonce qui a été faite. Je le dis ici solennellement, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, au pouvoir, nous abrogerons, nous supprimerons cette loi parce qu'il n'est pas question de garder une loi qui défigure l'identité républicaine de la France. En attendant, on a besoin d'avoir une mobilisation très large parce qu'il faut mettre le maximum de pression populaire avant cette décision du Conseil constitutionnel et pour dire à Emmanuel Macron que nous continuons de demander que cette loi soit retirée, qu'elle ne soit pas promulguée, que nous ne voulons pas des petits arrangements où on enlève juste 2 horreurs et puis on en laisse 50. Nous voulons le retrait de cette loi. Alors, ces 2 dates importantes, c'est celle du 14, donc du dimanche 14 janvier, où il faut être le plus nombreux et nombreuses partout en France à être présents contre cette loi, et puis celle du 21 janvier qui sera utilisée comme un rebond. Ça sera la semaine de la veille, justement, de la décision du Conseil constitutionnel. Donc le 14 janvier, aux côtés notamment des collectifs de travailleurs sans papier, il faut être le plus nombreux et nombreuses possible pour dire « la France, ce n'est pas cela. Nous refusons que la France devienne une nation ethnique. La France est une nation politique. » Donc voilà les manifestations qui nous attendent, voilà les combats qui nous attendent et je vais vous dire que nous avons des nombreux. Nous allons aussi remporter des victoires cette année puisque c'est grâce à nous, aux associations et aux militants qui se battent depuis des années sur cette question que nous allons faire rentrer normalement d'ici au mois de mars, peut-être au mois d'avril, l'IVG, le droit à l'avortement dans la Constitution
Et normalement, en juin, si Macron ne recule pas pour la énième fois, alors que le peuple français tout entier est prêt à cela, nous allons conquérir un droit nouveau avec le droit de mourir dans la dignité, qui est là aussi une lutte de plusieurs années. Je termine pour vous dire que la lutte que nous menons s'inscrit dans une histoire très longue et que nous sommes fiers de tenir ce fil de l'histoire humaniste de notre pays. Je vais vous lire ce que Victor Hugo disait déjà en 1855. Il disait « Étranger, que signifie ce mot ? Quoi ? Sur ce rocher, j'ai moins de droits que dans ce champ ? Quoi ? J'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge visible seulement sur vos cartes, et les arbres, les fleurs et le soleil ne me connaissent plus ? Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la terre que sur l'autre. Vous me dites, nous sommes chez nous, vous n'êtes pas chez vous. Où ? Ici ? Vous n'avez qu'à y creuser une fosse, et vous verrez que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous. Victor Hugo, c'est ce combat humaniste-là que nous continuons, celui de refuser que l'on trie les gens selon leur religion réelle ou supposée, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur genre. On continue ce combat, nous allons remporter des victoires, les amis. La Macronie est extrêmement affaiblie et nous sommes fiers de continuer à être une alternative politique dans ce pays qui permet à chaque instant de dire au peuple qui vit en France que nous pouvons prendre un tout autre chemin et qu'un autre monde est toujours possible. Très belle année à vous.